Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Un riche magnat de l'aviation et sa famille sont retrouvés morts dans leur résidence. Quand on a entendu parler d'un triple homicide, c'était tout à fait inédit. On n'avait jamais eu affaire à ça. L'unique survivant de la famille devient le principal suspect. On ne peut pas inculper quelqu'un parce qu'il ne pleure pas aux funérailles, mais ça nous indique tout de même qu'il y a quelque chose qui cloche. La police et son suspect jouent au chat et à la souris pendant près de 3 ans. On savait que Dana y était pour quelque chose. On le savait. Pour moi, ça représentait le dernier meurtre de cette génération de Golden Boys des années 80, après l'affaire du Billionaire Boys Club ou celle des frères Menendez. 3 meurtres apparemment gratuits. Un jeune héritier arrogant et un flic qui refuse de lâcher prise. C'est tout de suite dans Crime en haute société. Dimanche de Pâques en 1992. Le Beechcraft bimoteur du millionnaire Dale Ewell s'envole de la côte californienne et atterrit près de sa résidence de Fresno. Ewell a fait fortune dans l'industrie aéronautique. Ce jour-là, il s'apprête à retrouver sa femme Glee et leur fille Tiffany qui l'attendent dans leur résidence de Fresno. Deux jours plus tard, à 9 h du matin, leur femme de ménage arrive devant la maison. Elle frappe à la porte, mais personne ne lui répond. Quand elle utilise sa clé pour ouvrir, 2 choses lui paraissent immédiatement étranges. L'alarme ne s'est pas déclenchée et la porte de la cuisine, d'habitude laissée ouverte, est fermée. Lorsqu'elle entre dans la demeure, elle découvre les corps sans vie de Dale Ewell, de son épouse et de leur fille. Quelques minutes plus tard, la police criminelle du comté de Fresno arrive sur les lieux. Je me rappelle avoir monté les marches de l'entrée et avoir jeté un coup d'œil en direction de la cuisine, où j'ai vu le corps de Tiffany. Dès que je l'ai vu, je suis ressorti. Dans le couloir, il y avait le corps de Dale Ewell. Il était couché dans une mare de sang séché, ce qui veut dire qu'un certain temps s'était écoulé depuis les meurtres. Et à côté de lui, près de la porte, il y avait le corps de la mère, Glee. Le lieutenant Souza a passé plusieurs années dans la division des vols, et pour lui, le meurtre de la famille Ewell ne ressemble pas à un cambriolage violent. Il n'y avait pas d'effraction et la maison disposait d'un système d'alarme très élaboré, mais qui ne s'était pas déclenché malgré le fait qu'il était fonctionnel. La maison a été mise à sac, mais les cambrioleurs n'ont emporté que peu d'objets de valeur. La police est perplexe. Les meurtres semblent avoir été ciblés, s'apparentant aux crimes des grandes villes, mais pas à ceux de la tranquille région de Fresno. Franchement, il ne se passe pas grand-chose à Fresno. Le meurtre de la famille Ewell est sur toutes les lèvres et chacun a sa théorie. On pense à la mafia, à des concurrents en affaires de Dale ou à un cambriolage qui a mal tourné. Mais la police n'est pas dupe. Son attention se porte rapidement sur la personne à qui doit revenir la plus grosse part de l'héritage familial de 8 millions de dollars. Le fils des Ewell, Dana. Dans ce genre d'homicide, le ou les seuls survivants sont généralement ceux qui ont le plus à gagner. Par conséquent, ce sont eux qu'on soupçonne en premier. Il était donc logique d'enquêter sur Dana. À 21 ans, Dana Ewell ne passe pas inaperçu. Sa garde-robe est tape à l'œil et il fait étalage de sa richesse. Son entourage parle de lui comme quelqu'un de brillant mais d'arrogant et dont l'obsession est de devenir plus riche que son père. Dana voulait devenir homme d'affaires, il voulait être riche. Et il l'était vu la fortune de sa famille. Il avait tout ce qu'il désirait, mais il voulait jouer dans la cour des grands. Il semble pourtant impossible que Dana ait commis le crime. Son alibi est on ne peut plus solide. Le dimanche de Pâques, au moment du forfait, Dana passe la journée en compagnie de sa petite amie et de son père, un agent du FBI. Pour la police, l'affaire devient un vrai casse-tête. La seule personne à avoir un mobile possède un alibi en béton. À partir de là, John Souza et Dana Ewell vont se livrer au jeu du chat et de la souris pendant près de 3 ans. D'un côté, un jeune et riche héritier, persuadé d'être plus malin que tout le monde. De l'autre,
Un simple flic au salaire modeste, mais déterminé à résoudre cette affaire. Dale Ewell vient au monde dans une région rurale de l'Ohio, au beau milieu de la Grande Dépression. Élevé dans une famille paysanne, il apprend vite que tout se mérite. On n'était pas pauvres, on avait bien assez à manger. Mais il n'y avait pas de place pour le superflu. Travailler à la ferme, c'était du boulot. À l'âge de 18 ans, Dale quitte la ferme familiale et s'inscrit à l'université Miami, dans l'Ohio. Il finit ses études avec un diplôme d'ingénieur aéronautique avant de s'enrôler dans l'armée de l'air, où il devient vite un pilote d'élite. Envoyé dans une base aérienne à Phoenix en 1957, Dale fait la connaissance de Glee Mitchell, l'héritière d'un empire du pétrole de l'Oklahoma. Ils étaient faits l'un pour l'autre, même s'ils étaient très différents. Il était plutôt réservé et ne parlait pas beaucoup, et elle était très ouverte, très sociable. Dale et Glee se marient en 1961 et emménagent en Californie, où Dale exerce le métier de ses rêves, vendre des avions aux fermiers de la région. Il pouvait voler à sa guise au-dessus des immenses champs et offrait des leçons de pilotage. Vous achetez l'appareil, je vous apprends à le piloter. Il était très à l'aise, c'était son domaine. Et il a gagné beaucoup d'argent grâce à ça. En quelques années, Dale monte sa propre société. Son ambition acharnée l'a rendu riche, mais son attitude impitoyable provoque des rancœurs. Ce n'était pas facile de travailler pour Dale. Tout ce qui comptait pour lui, c'était les affaires et l'argent. Je l'ai même vu s'emporter avec des clients. Dale était un homme d'affaires honnête, mais sans la moindre pitié. Il ne pensait qu'à lui, et il a transmis ce trait de caractère à son fils. Dale était un incompris. On lui reprochait souvent d'être sans cœur ou méchant. Il était dur en affaires, c'est sûr, mais c'était quelqu'un d'équitable. Mais Dale compense ce manque de charme avec de l'argent. Beaucoup d'argent. Il investit des sommes considérables dans l'agriculture locale. Et lorsque le marché immobilier prend l'ascenseur, la fortune de Dale s'agrandit encore. Il a gagné beaucoup d'argent. Il savait prendre les bonnes décisions. Je me souviens lui avoir demandé « Qu'est-ce que tu fais le soir pour t'amuser ?» Il m'a répondu « Je lis mes relevés bancaires. » En 1967, la famille Ewell s'agrandit avec la naissance de la petite Tiffany. Et 4 ans plus tard, c'est l'arrivée de Dana. Dale Ewell s'assure que Dana et Tiffany ne manquent de rien, afin qu'il n'ait jamais à faire face aux difficultés qu'il a lui-même endurées étant enfant. Il voulait leur donner tout ce qu'ils n'avaient jamais pu avoir, et tout ce dont ils pourraient avoir besoin. Il avait travaillé dur toute sa vie pour obtenir la réussite. Il voulait que son fils rencontre le même succès, et il était prêt à lui donner toute l'aide dont il aurait besoin pour y parvenir. Malgré leur fortune, les Ewell mènent un train de vie modeste. De manière générale, ils ne portaient pas d'habits chers ni de bijoux de luxe. Ils avaient tous plutôt l'air d'une famille de classe moyenne, sauf Dana Ewell. Dana avait vraiment un faible pour l'argent et il aimait afficher sa richesse. Les gens ont tendance à vouloir toujours plus. Dana était comme ça, mais ce qui était différent chez lui, c'était à quel point il en voulait toujours plus et jusqu'où il était prêt à aller pour l'avoir. Dale Ewell commet l'erreur de transmettre sa fortune à son fils sans pour autant lui inculquer sa conviction que chaque chose se mérite. Le père comme le fils sont des hommes ambitieux. Mais Dana veut se faire de l'argent sans avoir à travailler pour le gagner. C'est le genre d'histoire qu'on a déjà entendu des centaines de fois. Elles finissent toujours mal. Le dimanche de Pâques 1992, le millionnaire Dale Ewell, sa femme Glee et leur fille Tiffany sont retrouvés morts à leur domicile. Dans la banlieue tranquille de Fresno, ce crime violent choque la communauté. Quand on a entendu parler d'un triple homicide, c'était tout à fait inédit. On n'avait jamais eu affaire à ça. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à accepter. Qui s'attend à voir des choses pareilles arriver à sa propre famille? C'est incompréhensible. Le principal suspect est l'unique survivant de la famille, le fils Dana, âgé de 21 ans. Il n'a aucun antécédent criminel, mais un mobile de taille. Son mobile pesait environ 7 ou 8 millions de dollars, c'est-à-dire le montant de la fortune familiale. Et on savait que Dana Ewell était extrêmement intéressé par l'argent. Dana s'est pris de passion pour l'argent à un très jeune âge. Pour lui, l'argent était synonyme de pouvoir. Dana veut que les gens le respectent et l'envient pour sa fortune. D'après ses camarades de lycée, il paie souvent son déjeuner à la cantine avec des billets de $100. Avec $100, on peut s'en payer quelques-uns, des repas à la cantine. Il recevait beaucoup d'argent de poche, probablement autour de 5 ou 600 $ par mois quand il était au lycée. Pour un jeune de 16 ou 17 ans, c'est beaucoup d'argent.
Dana possède également d'autres atouts que l'argent n'achète pas. Il est intelligent et séduisant. Mais malgré sa fortune et son physique, Dana ne se fait que peu d'amis au sein du lycée de San Joaquin. Il était brillant, il avait 180 de QI, trop pour être normal. Il ne se fondait pas dans la masse. Dana possède un esprit de compétition féroce et veut être le meilleur en tout. Avoir une bonne note ne suffisait pas à Dana. Il fallait à tout prix qu'il ait la meilleure. Il n'était jamais content, à moins d'avoir la meilleure note de toute la classe. Au cours de sa dernière année, Dana est élu étudiant qui a le plus de chances de réussir. Et pour lui, la réussite, c'est l'argent. Je serai millionnaire, je serai milliardaire, je serai le plus riche. C'est le genre de choses que Dana n'arrêtait pas de répéter. En 1989, Dana s'inscrit à l'université de Santa Clara en vue d'obtenir un master en finance. Son obsession de richesse grandit elle aussi. Il se rend au cours en costume de grand couturier et cravate en soie, au volant de sa voiture de luxe de couleur dorée. Dana a de bonnes notes, mais il a horreur de devoir travailler pour les obtenir. Lors de sa deuxième année, il plagie le devoir d'un de ses camarades en éthique des affaires. Le professeur lui met 0 sur 20. Lorsqu'ils reçoivent une telle note, la plupart des étudiants ronchonnent. Pas Dana. Il écrit et envoie à son professeur une lettre dactylographiée de pas moins de 6 pages, qui commence comme une explication et qui devient rapidement quelque chose de bien différent. Dana écrit « Dernièrement, d'étranges pensées m'habitent. Je vois des films sur des tueurs en série ou des hommes immoraux et je songe à ce que les gens stressés sont capables de faire. Je ne veux pas avoir à subir un autre échec. » Le professeur trouve le contenu de cette lettre plutôt inquiétant. Pas vous? Le père de Dana semble ignorer la violence sous-jacente et larvée de son fils. Lorsque Dana a des ennuis, Dale prend parti pour lui. Comme quand il détruit dans un accident sa voiture flambant neuve. Dale Ewell a endossé la responsabilité de l'accident et il a racheté une voiture neuve en s'assurant que ce soit exactement le même modèle. Mais je ne crois pas qu'il l'ait fait pour Dana. Il a dû le faire pour lui-même, pour se protéger. Que fait Dana au volant d'une autre voiture? Qu'est-ce qui est arrivé à sa voiture neuve? Il ne voulait pas qu'on commence à poser des questions et il savait faire en sorte que les gens ne posent pas de questions. L'ami le plus proche de Dana à Santa Clara est un jeune homme reclus et solitaire du nom de Joel Radosic. Joel est un véritable surdoué en informatique qui suit les mêmes cours que Dana et habite dans le même bâtiment sur le campus. Il faisait une drôle d'équipe. Dana était le gamin BCBG, toujours impeccablement coiffé, et Joel était négligé, avec un look crasseux de skater. Joel est originaire du quartier de West Hills à Los Angeles. Il est le plus jeune des 7 enfants d'une famille où le manque d'argent est une préoccupation constante. Dana en arrivera vite à manipuler Joel à sa guise, avec une aisance impressionnante. Quant à ses relations avec le sexe opposé, Dana semble attiré par un certain type de femme. Dana Ewell avait l'air d'aimer les filles relativement exubérantes. Mais pendant ses études, il entame une relation avec une femme très différente. Monica Zent a grandi dans une famille de classe moyenne de Morgan Hill, dans la banlieue de San Francisco. Son père est agent du FBI. Monica Zent était de nature plutôt tranquille et un peu conservatrice. Mais Joel et Monica ne suffisent pas. Dana souhaite que le monde entier prenne conscience de son importance et de son succès. Il va jusqu'à mentir à un journaliste d'un grand quotidien, déclarant être un millionnaire qui s'est construit tout seul en montant sa propre compagnie aéronautique. L'article paraît dans la presse. Dale était absolument furieux quand il a su ce que Dana avait fait croire à la presse, car tout ce que Dana prétendait avoir accompli était en fait l'œuvre de son père. Pour Dale, cet article a été une gifle monumentale. C'était l'anéantissement pur et simple de la confiance qu'il avait accordée à son fils jusqu'alors. Ensuite, ce qu'on suppose, c'est que Dale a donné un ultimatum à Dana, lui disant qu'il le soutiendrait financièrement jusqu'à la fin de ses études, mais qu'après ça, il devrait se débrouiller seul. Au printemps 1992, Dana et Monica décident que le week-end de Pâques sera l'occasion parfaite de rassembler pour la première fois leurs 2 familles chez les parents de Dana à Paoro Dunes. Ce jeudi-là, Glee et Tiffany se rendent sur place en voiture, tandis que Dale les rejoint ensuite en avion. Les parents de Monica font également le trajet en voiture pour rejoindre les Ewell.
Pour la première fois, les deux familles se retrouvent à la même table et l'atmosphère est festive. Pendant le dîner, quand John Zant mentionne l'article élogieux qu'il a lu dans la presse au sujet de Dana, le regard noir de Dale est sa seule réaction. Les Zant quittent la résidence des Ewell aux alentours de minuit. Dale, Glee et Tiffany n'ont alors aucune idée de ce qui les attend à leur retour chez eux, à Fresno. Le dimanche de Pâques, peu avant l'aube, un intrus se glisse dans la résidence des Ewell au 5663 East Park Circle Drive. Il est équipé d'un sac à dos, d'un pager et d'une bâche en plastique. Déterminé, il inspecte une chambre après l'autre. Il déploie la bâche en plastique sur le sol, puis sort un fusil d'assaut d'un calibre de 9 mm de son sac et commence à l'assembler. L'intrus va ensuite passer les 12 heures suivantes à attendre patiemment, immobile sur la bâche en plastique, afin d'éviter de laisser derrière lui le moindre cil. Il tient son pager dans une main et n'attend qu'une confirmation pour mettre le plan en action. Le matin du dimanche de Pâques 1992, les membres de la famille Ewell entament une journée paisible et ensoleillée à Pajaro Dunes. Après le déjeuner, ils rentrent séparément. Dana est le premier à se mettre en route. Il monte dans sa voiture et fait route vers Morgan Hill, où il se prépare à passer la soirée en compagnie de Monica et de sa famille. En début de soirée, Glee et Tiffany sont de retour chez elle. Alors que Tiffany passe la porte de la cuisine, elle est tuée instantanément d'une balle derrière la tête. Glee entend le coup de feu et fuit jusqu'à son bureau, avant d'être finalement abattu d'une balle à bout portant. Une heure plus tard, Dale arrive à son tour et s'apprête à retrouver sa femme et sa fille. Alors qu'il avance dans le couloir, le tireur se place dans son dos et l'abat de sa 7e et dernière balle. Dale Ewell est tué sur le coup. Une heure après la découverte des corps, Dana apprend que quelque chose d'horrible est arrivé à sa famille. Il s'envole pour Fresno et se rend directement au bureau du shérif. Pour quelqu'un qui venait d'apprendre que toute sa famille avait été assassinée, sa réaction a été tout sauf normale. About kids in the area. It's interesting that you ask that because wasn't that long ago my family were talking and said, gee, it seems like all the people on our block are just quacks. I mean, the kids are turning out to be monsters. Il n'affichait aucun chagrin, aucune émotion. Alors au début, je me suis dit qu'il devait encore être sous le choc. Le lendemain, la police emmène Dana jusqu'à la maison et lui montre la scène de crime. Je voulais voir quelle serait sa réaction à la vue des traces de sang dans la maison. Et j'en suis resté totalement perplexe. La scène du crime est un spectacle horrible. Il y a du sang partout. La police a découpé des trous dans les murs afin d'en extraire les balles. Elle a également découpé et retiré de grands morceaux du tapis imbibé de sang. Dana se tient à l'endroit même où sa mère a été abattue et il ne démontre aucune émotion. La seule chose qui semble le préoccuper, c'est de savoir qui paiera les dégâts dans la maison. 4 jours durant, la police passe la maison des Ewell au peigne fin pour reconstituer les événements. Le crime ne semble pas être l'œuvre de professionnels. Tout était en désordre. Les tiroirs avaient été vidés n'importe comment. Un vrai boulot d'amateur. Et rien d'important n'avait disparu. En fait, les 2 seuls objets qui semblent avoir disparu sont le collier de perles de Glee et un des pistolets de Dale, un calibre 9 mm. À côté de l'étui vide de l'arme se trouve une boîte de munitions de 9 mm, entamée. On ne trouve aucune empreinte digitale et pas un seul voisin n'a vu quoi que ce soit d'inhabituel. La seule information qu'on a pu récolter, c'est que certains voisins auraient entendu comme des impacts métalliques à un certain moment. La police découvre également que les balles extraites des corps des victimes présentent des éraflures et des stries très inhabituelles. Les enquêteurs en déduisent que l'arme devait être équipée d'un silencieux lorsque les coups de feu ont été tirés. L'autre détail qui attire leur attention n'a rien de médico-légal.
Le comportement de Dana Ewell est totalement anormal. Même lors des funérailles, il reste de marbre. Il accueillait les gens, leur serrait la main et les complimentait sur leurs bijoux. J'ai ressenti un sentiment horrible m'envahir à l'idée que quelqu'un qui venait de perdre ses 2 parents et sa sœur dans un acte criminel si violent ne montre aucune douleur, aucune tristesse. Rien. Il avait pris le cercueil le moins cher possible pour Tiffany et il ne s'est même pas donné la peine de laisser un bouquet de fleurs à 35 $ sur la tombe de son père en disant que de toute façon, personne n'en profiterait. On ne peut pas inculper quelqu'un parce qu'il ne pleure pas à des funérailles, mais ça nous indique tout de même qu'il y a quelque chose qui cloche. Un autre élément attire ensuite les soupçons de la police et du reste de la famille Ewell. Dana réemménage dans la maison sans pour autant faire nettoyer les traces des meurtres. Il m'a demandé si je voulais voir la maison. Je me suis dit que c'était un peu macabre. Mais j'étais sur place, alors j'ai accepté. Je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. Quand je suis entré, il y avait encore des traces de sang sur les murs. Je n'en revenais pas. 4 semaines après l'ouverture de l'enquête, les oncles de Dana contactent la police de Fresno. Ils décrivent aux enquêteurs la réaction de Dana lors de la lecture du testament de son père, lorsqu'il a appris qu'il devrait attendre encore 14 ans pour toucher les 8 millions d'héritages laissés par ses parents. Dana a explosé. Il a bondi de sa chaise et s'est mis à marteler la table en disant « Pourquoi est-ce que mon père me ferait une chose pareille? Pourquoi faut-il que j'attende pour toucher l'argent qui me revient de droit ?» Cette visite des frères Ewell renforce les soupçons de John Souza au sujet de Dana. Il retourne au laboratoire pour un nouvel examen des indices du crime. Les médecins légistes affirment que le pistolet manquant de Dale Ewell n'est pas l'arme du crime. En revanche, les balles extraites du corps des victimes coïncident avec celles de la boîte de munitions retrouvée chez les Ewell. Le tueur savait qu'il trouverait des munitions à l'intérieur de la maison, donc il savait exactement quel calibre d'arme emporter avec lui. Qui se rendrait sur les lieux d'un crime avec un chargeur vide dans l'espoir de trouver les munitions une fois sur place? Seules 4 personnes savaient que Dale avait des munitions chez lui. Et 3 d'entre elles sont mortes. Les soupçons qui pèsent sur Dana s'alourdissent. Mais la police sait que Dana ne peut pas être le tueur. Souza pense que Dana a pu engager quelqu'un pour le faire à sa place. Les enquêteurs de Fresno se rendent à l'université de Santa Clara afin d'en savoir un peu plus sur leur suspect. Ils apprennent que l'ami d'études le plus proche de Dana est Joel Radosic. Souza se dit que Joel est peut-être au courant d'un détail qui pourrait l'aider à retrouver la personne que Dana a engagée pour les meurtres. Mais lorsqu'il appelle Joel chez sa mère, ce dernier lui confie bien plus que ça. Il me dit « Qu'est-ce que vous allez faire, m'arrêter ?» Et bien sûr, ça m'a tout de suite mis la puce à l'oreille. Je me suis dit « Tiens, pourquoi quelqu'un dirait une chose pareille ?» Le lendemain, Souza et Curtis interrogent Joel dans un hôtel de la région. Joel affirme que Dana n'est qu'une vague connaissance. Did you know Dana Ewell? We weren't really tight, but we're just friends. We like to kick it together. Joel affirme aussi à la police qu'il a un alibi. Easter Sunday, what did you do? Easter Sunday, I was at Hamrick's, an auto body. Mais quand les enquêteurs vérifient l'alibi de Joel, le patron du garage affirme ne pas avoir vu le jeune homme le dimanche de Pâques. Si Dana était impliqué sans avoir commis lui-même le crime, c'était qu'il avait engagé quelqu'un pour le faire. Qui avait-il engagé? Joel était le choix le plus évident. Démasquer les mensonges de Joel Radosic est un jeu d'enfant. Mais c'est un défi bien plus grand qui attend John Souza. Et Dana Ewell ne semble pas prêt à se laisser prendre si facilement. Un mois après le meurtre de la famille Ewell, la police déclare officiellement qu'aucune piste n'est écartée pour l'instant. Mais les efforts des enquêteurs se concentrent fortement sur Dana Ewell, à qui reviennent les 8 millions de dollars de l'héritage. D'après eux, Dana a planifié lui-même le meurtre sauvage de sa propre famille. De plus en plus de pistes convergeaient vers Dana. Il est donc vite devenu le principal suspect. Mais si c'était bien lui l'auteur du crime, comment le prouver? Souza soupçonne le meilleur ami de Dana, Joel Radosic, d'avoir été l'auteur des coups de feu. Mais il lui faut avant tout établir un lien entre les deux suspects.
Il fallait pouvoir prouver que Dana connaissait bien le tueur. Sinon, il serait impossible de les inculper. Heureusement, aucun des deux n'a nié connaître l'autre. Dana Ewell pense être tiré d'affaire. Mais il ignore que la police est sur sa trace. D'ailleurs, il considère les policiers comme de parfaits idiots. L'un de ses amis confie même à la police qu'aux yeux de Dana, John Souza et son coéquipier étaient des rigolos. Les flics ne sauront jamais qui a tué mes parents, a-t-il déclaré. S'ils sont flics, c'est parce qu'ils ne sont pas assez malins pour trouver un meilleur boulot. S'aventurer à dire ça quand on est soi-même le coupable, c'est tout simplement stupide. Convaincu de ne jamais être inquiété, Dana va même jusqu'à inviter Joel à vivre avec lui. Mais Souza ordonne une surveillance rapprochée de Dana ainsi que de la maison des Ewell. Des policiers en civil sont témoins des visites fréquentes de Dana et Joel à la banque. Peu de temps après les meurtres, Dana Ewell a commencé à retirer de l'argent sur différents comptes bancaires. En 3 ans, il a retiré plus de 125 000 $. Dana investit une partie de cet argent dans le nouveau hobby onéreux qu'il partage avec Joel, le pilotage d'hélicoptère. Dans l'espoir que la pression médiatique pousse les deux suspects à commettre une erreur, Souza encourage la presse à publier un article sur l'affaire Ewell. Pour la première fois, il cite les noms de Dana et Joel en tant que suspects. Dana ne semble pas s'en inquiéter, mais Joel prend peur. Cet article a carrément fait fuir Joel de Fresno. Il est retourné vivre à Los Angeles. La ruse fonctionne. La police place Joel sous surveillance 24 heures sur 24. Elle le suit dans ses trajets jusqu'à l'aéroport de Long Beach, où le jeune étudiant sans diplôme et sans emploi s'adonne au pilotage d'hélicoptère. Il paie ses cours en liquide, presque 500 $ de l'heure. Ses parents ont dit qu'ils ne lui envoyaient pas d'argent. Alors d'où le sort-il? Il n'a pas de travail. Quelle est sa source de revenus? Souza trouve la réponse dans les relevés de compte de Dana. De nombreux retraits bancaires de Dana correspondent au paiement en liquide de Joel. Tout porte à croire que Dana finance les activités de Joel, à moins que ce ne soit un salaire. Pourquoi tout cet argent était versé à Joel, alors soupçonné d'être le tueur dans cette affaire? Comment expliquer ça? Pour la police, la raison était simple. Dana le rémunérait pour ses services. Munis de ce lien financier solide unissant leurs deux suspects, les enquêteurs retournent à l'université de Santa Clara en quête d'informations supplémentaires sur Dana et Joel. Ils découvrent qu'en 1991, Joel a acheté plusieurs manuels pour apprendre à fabriquer des silencieux pour armes à feu. C'est là qu'on s'est dit qu'on avait touché le jackpot. On avait des marques sur les balles dont on n'arrivait pas à déterminer l'origine. Et voilà que maintenant, celui qu'on suspectait d'être l'auteur des coups de feu semblait s'être procuré des livres sur la fabrication des silencieux. La découverte est de taille. Souza est maintenant presque sûr d'avoir identifié le tueur. Son supérieur accepte sa demande de continuer la filature de Joel. La police reprend également la surveillance de Dana, qui est retournée sur le campus de Santa Clara. On s'est vite aperçu qu'il serait difficile de faire suivre Dana. Il était méfiant et faisait très attention. Mais Joel ne se rendait absolument pas compte de ce qui se passait autour de lui. Heureusement pour nous. Il avait des conversations normales dans la rue ou au téléphone. Il n'avait pas la moindre idée qu'un agent de police se tenait à quelques pas de distance et entendait tout ce qu'il disait. Le 1er avril 1993, Souza surprend une conversation téléphonique où Joel exige de l'argent de son interlocuteur. Il a dit vouloir voyager autour du monde et avoir besoin de 25 000 $, que c'était très urgent. En entendant ça, je n'ai eu qu'une envie, celle de savoir qui était à l'autre bout du fil. La police dispose à présent de suffisamment de preuves pour obtenir la liste de tous les appels passés depuis cette cabine téléphonique. Souza ne tarde pas à découvrir que le numéro composé est celui d'une cabine téléphonique à Santa Clara, précisément là où se trouve Dana. L'équipe chargée de la surveillance de Dana le soupçonne d'être celui qui a contacté Joel sur son pager. Mais il lui en manque encore la preuve. La solution de Souza est astucieuse. Il se fait fabriquer une copie identique du pager de Joel. Le résultat, à chaque fois que Joel reçoit un message, Souza le reçoit aussi. Il était évident que l'interlocuteur de Joel n'était autre que Dana Ewell. Et il leur arrivait même parfois de faire allusion au meurtre qu'ils appelaient le triple contrat. Mais dès que Souza parvient à établir la preuve des communications entre les deux suspects,
l'agent chargé de la surveillance de Joel l'entend dire à Dana qu'il croit être suivi. Quand ils se sont rendus compte qu'ils intéressaient vraiment la police et qu'ils étaient surveillés, ils ont cessé toute communication. Souza n'a toujours pas la moindre preuve matérielle permettant d'inculper Dana Ewell. Mais il a plus d'un tour dans son sac. Il tente d'effrayer Dana afin de le pousser à commettre une erreur. Le 12 mai vers 20h, Curtis et son coéquipier effectuent une visite surprise dans la chambre de Dana. On a frappé à la porte et Dana a demandé qui c'était. Il a entrouvert la porte et nous a regardés en nous demandant « Qu'est-ce que vous me voulez ?» Il s'apprêtait à refermer la porte et je lui ai dit « Dana, on pense que c'est Joel Radosic qui a tué vos parents et votre sœur. » Et là, il s'est arrêté. Il nous a regardés et il est devenu livide. Il était blanc comme un linge. Dana se rue hors de sa chambre, monte dans sa voiture et démarre en trombe. À peine quelques minutes plus tard, le pager cloné de Souza reçoit un message qui demande à Joel de rappeler une cabine téléphonique à Santa Clara. Tous ces éléments commençaient à s'additionner. Il ne s'agissait que de preuves indirectes, mais qui risquaient de peser lourd devant un jury. L'enquête sur le meurtre de la famille Ewell entame à présent sa deuxième année. Jamais aucune affaire à Fresno n'a été aussi longue et aussi coûteuse. John Souza est plus déterminé que jamais à arrêter l'assassin. Quand les victimes sont des gens fortunés avec beaucoup de contacts dans les hautes sphères de la société, l'affaire prend tout de suite de l'ampleur et la police doit souvent faire face à pas mal de pression. Le shérif de Fresno ne lâche pas l'affaire et fournit à Souza toutes les ressources dont il a besoin. L'instinct de Souza lui dit qu'il est sur la bonne voie et que Dana et Joel sont bien les responsables. Mais malgré tout, l'absence de certitude finit par le ronger. Pendant cette enquête, il m'arrivait souvent de me réveiller la nuit en nage. Le doute m'envahissait, j'avais peur de crucifier un innocent. Et si en fin de compte il était innocent? Imaginez un peu les conséquences. Souza et Curtis explorent toutes les pistes possibles pendant des mois. Leur enquête les emmène aux quatre coins du pays, mais ne leur apporte aucune preuve concrète. On savait que Dana et Joel étaient coupables. C'était une certitude. Le problème, c'est qu'il fallait le prouver. Il nous fallait un dossier suffisamment solide pour que le procureur y croie et nous donne les mandats nécessaires pour les arrêter. Le 8 juin 1993, Souza et Curtis tiennent leurs preuves. Les agents en charge de la surveillance de Joel le surprennent en train de commander un dispositif de crochetage. Joel fait expédier l'appareil à un dénommé Jack Ponce, un nom jusqu'ici inconnu de la police. Souza et Curtis explorent immédiatement cette nouvelle piste à San Bernardino. On s'est retrouvé face à un autre étudiant extrêmement arrogant qui nous a regardé de haut jusqu'à ce que je parle de l'appareil. Et là, il a commencé à mentir. Jack Ponce dément toute association avec Joel et prétend n'être au courant de rien concernant le meurtre des Ewell. Mais les enquêteurs persévèrent. On a continué à insister pour parler avec Jack. On était déterminés à aller jusqu'au bout pour lui tirer les vers du nez. Et lors d'un de nos interrogatoires, on lui a demandé s'il possédait une arme à feu. Et cette fois, il a dit la vérité. You mentioned the 380. Let's go back to that. The 380 was yours. The 22 was yours. Actually, not the 22. Il a admis posséder un pistolet de calibre 44 et même plusieurs fusils d'assaut. À un certain stade, j'y suis allé franco et je lui ai demandé s'il avait déjà possédé une arme de 9 mm. Quand il a dit oui, j'en suis presque tombé de ma chaise. À ce moment-là, j'ai senti qu'on était près du but. Car jusque-là, j'étais sûr qu'il était mêlé à cette affaire, mais je ne savais pas exactement comment. Les enquêteurs vont maintenant devoir prouver qu'à un moment donné, Jack Ponce a bel et bien remis l'arme à Joel. Ensuite, je lui ai demandé « Cette arme, vous l'avez toujours ?»« Non. »« Vous savez où elle est ?»« Non. »« Vous savez qui l'a ?»« Non. » Les réponses ne venaient jamais d'emblée. Il fallait presque qu'on le force à nous dire ce qu'il savait. Jack prétend n'avoir jamais prêté d'arme à Joel. Les policiers ont conclu que le seul moyen de prouver que l'arme de Jack est bel et bien celle du crime, c'est d'assembler une arme similaire en reproduisant la technique utilisée par l'auteur des meurtres. Il commence par se procurer plusieurs canons de fusil provenant d'une chaîne de montage proche de celle de Jack Ponce.
Au laboratoire, des experts en balistique utilisent ensuite les mêmes manuels que ceux que Joel avait en sa possession et fabriquent un silencieux artisanal. Les instructions recommandent de percer des trous dans le canon de l'arme avant d'y fixer le silencieux. Il est temps de tester l'arme. Le silencieux change considérablement le son de la détonation. Voilà qui expliquait ce que certains voisins avaient dit avoir entendu. Non pas des coups de feu, mais plutôt des impacts métalliques. On savait désormais d'où venaient ces sons. Les balles tirées lors du test sont identiques à celles retrouvées sur la scène de crime. Quand il a percé le canon de l'arme, ça a créé des bavures à l'intérieur du canon. C'est ça qui a causé les marques sur les balles. En janvier 1995, Souza et Curtis établissent une chronologie des événements. Le document fait plus de 30 mètres de long et décrit tous les indices ayant trait à l'affaire. La chronologie a été très révélatrice. Elle nous a permis d'associer certains éléments de l'affaire qui nous avaient échappé jusqu'alors. Tout à coup, tout devenait cohérent. Les preuves restent indirectes, mais une fois mises bout à bout, le récit qu'elles décrivent est sans faille. Il est à présent assez solide pour passer au tribunal. Les enquêteurs ont enfin réussi à établir les liens entre Dana et Joel, entre Joel et Jack Ponce, et entre Jack Ponce et l'arme du crime. Le 2 mars 1995, la police obtient 3 mandats d'arrêt au nom de Dana Ewell, Joel Radosic et Jack Ponce. Dana Ewell et Joel Radosic sont tous deux accusés de triple meurtre avec préméditation. S'ils sont déclarés coupables, ils encourent la peine de mort. Dana Ewell, Joel Radosic, Jack Ponce, la police leur donne un surnom, les trois compères. Un sobriquet qui devient le nom de code de l'affaire. Et Souza s'apprête à présent à retourner l'un des compères contre les deux autres. Le procureur propose à Jack Ponce de conclure un marché. Le jeune homme accepte de révéler tout ce qu'il sait aux autorités. Quand Jack Ponce s'est rendu compte que son nom figurait sur un mandat d'arrêt pour triple assassinat, j'ai senti qu'il allait finir par craquer. Et ça a été le cas. Mais je ne me doutais pas qu'il avait autant de choses à dire. Au début du mois de mars 1995, près de 3 ans après la découverte des corps sans vie de Dell, Glee et Tiffany Ewell, Dana Ewell et son meilleur ami Joel Radosic sont arrêtés et inculpés de meurtre. C'est un procès hautement médiatique qui débute le 16 décembre 1997. Le triple homicide de la famille Ewell est l'affaire criminelle la plus retentissante dans la vallée de San Joaquin depuis des lustres. Pour la ville de Fresno, c'était l'équivalent de l'affaire O.J. Simpson. C'était du jamais vu. Ernest Kinney, avocat habitué des procès médiatiques, fait alors savoir qu'il est prêt à défendre Dana Ewell gratuitement. J'ai vu tout le tapage autour de l'affaire. C'était soi-disant un enfant gâté pourri jusqu'à la moelle. Mais quand il m'a contacté et que je me suis penché sur le dossier, les preuves et les éléments à charge étaient si faibles que je me suis dit « ce n'est peut-être pas lui en fin de compte ». Ernest Kinney était présent lors du procès de O.J. Simpson. Ami de O.J. et commentateur télé à 16 heures, Kinney est un redoutable adversaire. D'ailleurs, selon ses propres dires, vous ne trouverez pas de meilleur avocat criminel dans toute la Californie. Dès qu'il y a une caméra, Ernie se précipite. Cette affaire était un gros morceau qui allait lui permettre d'accroître encore sa réputation. L'accusation commence par décrire la scène de crime. Elle affirme que les meurtres ont été soigneusement orchestrés. S'ensuit alors la présentation du fusil d'assaut de 9 mm équipé du silencieux, avec preuve balistique à l'appui. L'accusation produit également pas moins de 95 témoins dans l'espoir d'achever la reconstitution du puzzle visant à prouver la culpabilité de Dana et Joel. Mais leur meilleur atout est Jack Ponce. Le 27 mars 1998, Ponce est appelé à la barre. Dès le début du procès, aussi bien l'accusation que l'avocat de la défense, Ernest Kinney, ont bien compris que le témoignage de Jack Ponce allait être essentiel. Jack Ponce affirme avoir fait l'acquisition peu de temps avant les meurtres d'un fusil d'assaut de 9 mm avec l'argent que lui avait donné Joel. D'après lui, Joel aurait commis le crime dans le but d'obtenir la moitié des 8 millions de dollars d'héritage que Dana espérait recevoir. L'accusation se doute bien qu'il faudra plus que le témoignage de Jack Ponce pour convaincre le jury,
et met donc l'accent sur l'étroite relation unissant Dana et Joel. Mais il ne s'agit là que de présomption. C'est n'importe quoi. Mais si on prend tout ça et qu'on y ajoute le mobile, tout à coup on fait apparaître le méchant Dana Ewell comme le coupable évident. Ni Dana Ewell, ni Joel Radosich ne témoignent pour leur propre défense. Au bout de presque 5 mois, les deux parties concluent leurs arguments. Mais pour le jury, le travail ne fait que commencer. J'ai un fils du même âge. Et je ne voulais pas croire que ces deux jeunes étaient capables de commettre un crime tel que celui-ci. Il allait en falloir beaucoup pour me convaincre de façon absolue de leur culpabilité. Les 12 membres du jury penchaient pour l'acquittement. La plupart d'entre eux étaient parents et ils cherchaient des raisons d'innocenter les accusés. Les jurés établissent leur propre chronologie des événements, en ne gardant que les preuves qu'ils estiment irréfutables. Au fur et à mesure du procès, ils se sont effondrés. Certains d'entre eux ont même fondu en larmes à la vue de l'ensemble des preuves, car il n'y avait plus aucun doute possible quant à la culpabilité des accusés. Le 12 mai 1998, Dana Ewell et Joel Radosich sont déclarés coupables. Une semaine après avoir rendu son verdict, le jury se rassemble à nouveau au tribunal afin de décider si Dana et Joel vont être condamnés à la peine de mort. 3 jours durant, le jury a du mal à parvenir à une décision, les avis étant partagés. Le juge tranche alors avec la peine la plus lourde possible, l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Dana s'exprime alors pour la première fois publiquement et déclare son amour pour ses parents et sa sœur. I love my family with all my heart and soul. We were so very close and happy and content. I only wish that I could get up and walk away from here, and that my mother and my father and my sister would be waiting for me, and we could be together again forever. En grandissant, Dana avait perdu toute notion de bien ou de mal. Il voulait ce qu'il voulait, quelles qu'en soient les conséquences pour les autres. Dans son esprit, il n'était pas coupable. Il n'avait rien fait de mal. Pour lui, c'était du travail. Il avait engagé quelqu'un pour régler un problème et il avait obtenu ce qu'il voulait. Tout ce qui l'intéressait, c'était l'argent. Mais Dana ne touchera pas un centime. L'héritage des Ewell est distribué à d'autres membres de la famille. Dana Ewell, avec toute cette fortune derrière lui, croupit à présent en prison, avec des hommes comme Charles Manson, des tueurs en série et d'autres criminels de la pire espèce. S'il est coupable, il n'a que ce qu'il mérite. Mais je ne crois pas qu'il le soit. Il n'a manifesté aucune émotion, aucune réaction lors du verdict. Là où j'ai senti l'émotion m'envahir, c'est quand j'ai pensé à Tiffany et à la malchance qu'elle a eue d'avoir Dana comme frère. Ça lui a coûté la vie. Et tout ça pour de l'argent. Tout ça parce que 4 millions de dollars, ce n'était pas assez. Il voulait tout. Dana Ewell était persuadé d'être assez riche et assez malin pour pouvoir tuer impunément. Et il a failli réussir. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était de tomber sur un enquêteur qui se lancerait sur ses traces et refuserait d'abandonner. À présent, Dana Ewell va passer le reste de ses jours en prison à regretter son erreur. C'était Dominique Dunn. Merci de nous avoir suivis.